Buongiorno tifosi, ou plutôt bonsoir parce que j'enregistre à 20h26, horaire assez inhabituel pour moi. Dans tous les cas, je voulais vous amener ce petit contenu et aujourd'hui on va parler de la Juve du futur, mais plutôt sur les points cardinaux, sur les points, disons, solides, les colonnes qui doivent constituer la Juve de demain. Et donc c'est vraiment un point de départ par rapport à l'équipe d'aujourd'hui et on va le faire à travers le prisme de l'actualité, donc notamment avec le renouvellement de Dybala qui tarde à venir. Ça fait des années, si ça n'est pas des mois, que ça traîne avec le changement de direction. Ça a aussi redémarré toutes les discussions. Et le deuxième prisme, enfin la deuxième partie actualité qu'on va traiter, c'est aussi les mots de Mino Raiola au sujet de Matthijs de Ligt qui ont été prononcés déjà une semaine, plus ou moins, mais qui ont vraiment été médiatisés seulement il y a 2 3 jours. Et ensuite, après les 4 points cardinaux que j'ai choisis pour cette Juve du futur, on fera aussi une petite discussion sur ceux qui vont être les... en italien, je sais pas si on dit le mot grégaire en français, mais en fait, les accompagnateurs, les acolytes, acolytes c'est pas mal ça, qui vont accompagner la Juventus à partir du banc, principalement, donc des joueurs qui n'ont pas vocation forcément à être titulaires, mais qui peuvent être un bon complément pour la Juventus du futur. Mais avant tout cela, amis, je vais commencer à vous solliciter plutôt dans les vidéos, d'habitude je le fais à la fin, pour toujours liker, commenter la vidéo en question, ça la mettra en avant sur YouTube et sera proposée à plus de monde. Et aussi, si vous atterrissez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire et aussi de cliquer ces deux actions distinctes, l'inscription et de cliquer sur la cloche pour être mis au courant de toutes les futures vidéos. Donc allez bien vérifier que les deux actions sont faites, l'inscription et la petite cloche. Vous y êtes, je vous attends quelques secondes, il n'y a pas de souci avec votre temps. Non, je rigole. Mais voilà, faites bien les deux actions, comme ça au moins quand je publie un contenu, vous êtes instantanément mis au courant. Et petite note à la marge de cette vidéo avant de commencer, je suis désolé, mais les gars, on est cinquième tout seul. C'est-à-dire que les matchs de Fiorentina et Roma viennent de se terminer un partout dans les deux matchs. Donc Fiorentina et Roma marquent un arrêt pendant cette journée et nous on se retrouve à 34, peinard tout seul, face à nous uniquement l'Atalanta à 38 et Rome et Fiorentina s'arrêtent à 32. Donc honnêtement cette journée de Serie A pour nous c'est vraiment un booster pour bien redémarrer bien quand on redémarrera le 6 janvier à l'Épiphanie contre le Naples. Je suis hyper content les gars. Et on va partir avec le contenu du jour, donc les 4 points cardinaux. Il y en a pratiquement un par secteur du terrain. Et on va commencer par Matthijs de Ligt, le plat fort, en gros, de cette discussion, parce que c'est aussi celui dont l'actualité est, disons, plus, je dirais pas chaude, mais tiédasse, au moins. Pourquoi? Parce que Matthijs de Ligt nous a rejoint il y a 2 ans et Mino Raiola nous l'avait amené avec un plan qui semble être écrit depuis longtemps. On sait que Mino Raiola, comme tout bon procureur, et disons bon procureur, en gros un procureur qui gagne de l'argent, il le gagne en déplaçant souvent ses assistés. Et donc Matthijs de Ligt, on imaginait dès le début qui serait venu à la Juventus pour apprendre. En gros, déjà, il était un très bon défenseur à l'Ajax et en venant à la Juventus, le but était clairement de lui faire acquérir la plus grande connaissance possible de deux experts de la défense comme Bonucci et Chiellini. Et la Juventus étant une étape transitoire, on sait que Raiola, on savait déjà qu'il allait essayer de le placer dans un club avec des ambitions clairement de victoire de Champions League. Petite note à la marge, quand il est arrivé, c'est après la première année de Ronaldo, donc je crois en 2018-2019, il était arrivé dans une période où encore la Juventus pouvait éventuellement espérer avoir des ambitions de Champions League, puisque lui-même nous avait tège de la Champions League avec un but et on était au 4e de finale. Donc à l'époque, on prenait ça, si vous voulez, comme un faux pas de la Juventus, mais pas de quoi s'alarmer. On va revenir l'année prochaine, patati patata. Ronaldo plus de Ligt, ça commence bien, patati patata. Après, on s'est ramassé contre le Lyon, on s'est ramassé contre le Porto.
L'histoire, vous la connaissez. Et donc aujourd'hui, Matthijs de Ligt se retrouve dans un club où, en premier, il n'était que de passage normalement. Et plus, en plus, il n'a plus la même aura au niveau européen qu'il pouvait l'avoir il y a 2 3 ans. Donc aujourd'hui, c'est hyper logique que Mino Raiola te sort une phrase, et j'ouvre les quotes, enfin, c'est pas les mots exacts, mais la phrase dit plus ou moins. Je suis convaincu que pour Matthijs, il est temps pour une nouvelle étape, et Matthijs est d'accord aussi. Derrière ces mots, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, quand quelqu'un, et je vous le dis souvent ça, quand quelqu'un vous fait une affirmation ou vous dit quelque chose, il faut toujours comprendre que l'affirmation a un but derrière. Donc Mino Raiola, ça fait des années qu'il parle de Pogba comme quoi il pourrait éventuellement laisser le Manchester United. Il est toujours là, pareil Verratti. En gros, Mino Raiola, il parle pour bousculer le marché de ses assistés. Donc si aujourd'hui il nous balance que Matthijs est prêt pour une nouvelle étape et qu'il en est conscient, c'est sûrement qu'il essaye de commencer à mettre la bave à la bouche de certains acquéreurs internationaux, comme pourrait être, à l'époque on disait Barça, mais aujourd'hui j'ai envie de dire le Barça il est mis pire que nous. Aujourd'hui ça pourrait être le Manchester City, j'en sais rien, un Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont de l'argent à dépenser, on le sait. Ou un autre club qui a une ambition immédiate et une possibilité immédiate de gagner la Champions League, chose qu'à Juventus, soyons clairs, n'est pas prêt d'arriver, si ça n'est que pour un alignement des planètes extraordinaire. Chose à laquelle je crois très peu. Donc aujourd'hui, c'est hyper logique que Mino Raiola sorte un discours du genre. Mais il est vrai aussi que Matthijs est assez bien à Turin, il a appris l'italien. Matthijs a appris l'italien, chose qui, à mon sens, déjà relève d'un grand professionnalisme, et de deux, fait comprendre vraiment l'implication du joueur. Et à mon sens, ben, t'apprendras l'italien, une nouvelle langue, pour rester 3 ans dans une équipe, je pense, non? Donc, je pense que Matthijs pourrait très bien aussi épouser un projet de Juventus qui va au-delà des 3 ans qu'il a déjà effectué chez nous. Il avait été pris avec un cachet solide, pré-Covid, je crois qu'avec bonus, ça doit faire dans les 12 millions. Qu'aujourd'hui, c'est certes, ça représente un cachet considérable vis-à-vis aussi de son rôle, mais je pense qu'il pourrait très bien épouser aussi un projet Juventus à plus long terme si la société lui fait bien comprendre qu'on vise sur lui pour construire la Juventus du demain. Donc aujourd'hui, dans le contrat de Matthijs, qui sera déchu en 2024, je ne veux pas dire de bêtises. En gros, il n'est pas encore en train de... il lui reste 1 an et demi en fait de contrat. Donc c'est pas pour tout de suite, mais Mino commence à préparer le terrain. Donc ce contrat contient une clause pour laquelle, si un club veut le prélever, à partir de juin, il nous laisse 150 sur la table et il peut le prendre sans qu'il n'y ait même pas de négociation. Or, à mon avis, les dires de Raiola sont aussi dans le but de faire entendre à la Juventus que il faut renouveler. Qui dit renouvellement dit potentiellement on le garde 1 an de plus, donc l'année prochaine notamment, mais en baissant. C'est logique, je te donne avec une main, mais je prends avec l'autre, je baisse la clause de Ligt pour la faire arriver, j'en sais rien, à 80 millions, c'est qui est déjà un prix plus abordable dans l'ère Covid pour un défenseur, soit-il aussi puissant qu'il est Matthijs de Ligt. Donc voilà, cette lecture est vraiment ambivalente. Soit Mino, et peut-être les deux en même temps, hein, essayent de teaser les potentiels hackers pour leur faire comprendre que De Ligt pourrait être intéressé à changer d'équipe, et en même temps à la Juventus qu'on peut renouveler pour prolonger le contrat et baisser la clause en même temps. Cela étant dit, les gars, aujourd'hui Matthijs, défenseur superbe. Si on le perd, c'est vraiment embêtant d'un point de vue technique. Néanmoins, 80 millions, c'est pas dégueulasse. Aujourd'hui, dans l'ère Covid et avec les besoins qu'on a dans l'équipe, c'est pas dégueulasse. Certes, si tu le perds, va le remplacer quelqu'un comme De Ligt, non pas seulement dans le court terme, mais aussi dans le long terme. Donc moi, je crois, hein,
De Ligt comme étant un pilier et j'espère vraiment que la société va investir sur lui, lui faire l'investir comme Allegri a utilisé pour Dybala dans la conférence de presse le mot investir, mais pas investir au sens économique, investir au sens chevalerie comme on le faisait à l'époque, vous savez, l'épée, tac, tac, donc je t'investis d'une charge que tu représentes pour moi et d'un projet futur potentiel. Et j'espère que la Juventus va faire de De Ligt un point cardinal de son futur. Autre joueur sur lequel il est important de se concentrer pour le futur, c'est Locatelli pour le milieu de terrain. Parce que ce gars-là, en quelques mois, il est déjà notre meilleur milieu de terrain. Cette année, c'est le joueur plus employé par Max Allegri. Et c'est sûrement pour cela que dans les 2 derniers matchs, il a eu quelques minutes comme ça, mais sans plus, parce qu'il a beaucoup été utilisé auparavant. Et il ne faut pas oublier qu'il est beaucoup utilisé aussi dans la nationale italienne. Locatelli, il est Juventino depuis qu'il est gosse. Et je pense que c'est sur ce genre de joueurs qu'il faut investir. Des joueurs qui ont eu toujours la Juve comme point d'arrivée dans la tête, parce que c'est ceux qui vont vraiment, vraiment se donner à 100% sur le terrain. Donc Locatelli, il a pris la Juventus vraiment en quelques mois. Aujourd'hui, c'est déjà un joueur clé et potentiellement un pilier pour construire l'équipe et notamment donner un sens à un milieu de terrain qui depuis quelques années nous fait vraiment peiner. Grande Emanuele Locatelli. On va passer à Federico Chiesa, qu'on n'a pas vu beaucoup dernièrement à cause de sa blessure. Et je reviens sur ce que j'ai dit pour Locatelli. Chiesa a été beaucoup utilisé, et non seulement par Max Allegri, mais aussi par Roberto Mancini dans la nationale. Et tu tires sur la corde, à un moment donné, ça claque. Et c'est ce qui s'est passé chez Federico Chiesa, qui a dû donc s'arrêter pour cette fin d'année et qu'on verra sûrement à la première de championnat à la reprise contre le Napoli. Federico Chiesa, c'est un autre qui avait la Juventus écrite, marquée au fer rouge sur la peau depuis longtemps. Lui, on ne sait pas s'il était Juventino quand il était gosse. Je vous rappelle qu'il est fils d'art. On dit son père était aussi footballeur. Et il était notamment beaucoup attaché à la Fiorentina, son club de naissance. Mais vu la véhémence avec laquelle Federico a voulu fortement la Juventus, on peut, et vu ce qu'il nous a démontré sur le terrain, parce que certains des buts qu'on a marqués, c'est 100% grâce à sa façon de ne lâcher jamais un ballon, de récupérer des ballons qui semblent impossibles. Je me souviens le but qu'on a fait, je ne sais plus contre qui, mais où en gros Rabiot il s'en est limite désintéressé et Federico il court après le joueur adversaire et il arrive jusqu'à au drapeau du corner, il récupère un ballon, il va vers le centre, il tire et il rentre il rentre dans la surface de réparation, il tire et il marque. Et il est parti du drapeau du corner, récupérer un ballon que tout le monde donnait pour perdu et que même Rabiot avait lâché. C'est ça vraiment qu'il nous faut, des joueurs qui transpirent, qui vraiment mouillent le maillot et qui ne lâchent rien sur le terrain. Donc Federico, c'est forcément notre attaquant, pas avant-centre, mais attaquant du futur, en duo avec Paulo Dybala. Et on en vient au quatrième pilier. Alors, Paulo Dybala, c'est le joueur qui cause la plus grande séparation entre les tifosi juventini. Il y a ceux qui l'aiment, les Dybalers, si on veut, et ceux qui le détestent, les Dybala out. C'est vraiment, il y a aucun qui soit au milieu. Soit on l'aime, soit on le déteste. Je pense que je suis le seul à être au milieu. Non, c'est pas que je veux être au milieu, c'est que c'est clair que ce joueur, il peut te faire kiffer ta race avec des skills de ouf, avec des trucs impensables que tu penserais pas réalisables. Il les fait, vraiment, on le voit les faire sur le terrain, des coups à la Messi, à la Neymar, vraiment une classe exquise. Et à côté de ça, une condition physique, mais très embêtante. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été comme ça, vous savez, à partir de quand? Du retour contre le Lione, quand Sarri, il tente le all-in, il le jette dans le terrain tout en sachant qu'il était blessé et il se blesse.
bien sérieusement. Il termine pratiquement sa saison avec ce match contre le Lyon. Et malgré cela, nous n'arrivons pas à passer outre les huitièmes de finale. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, Paolo Dybala, toutes les 5 à 6 matchs, il se blesse pour 2-3 semaines et à phase alterne, il est vraiment en phase alterne. Et ça, c'est vraiment embêtant si on pense qu'on est en train de le renouveler avec un contrat qui aujourd'hui, les bruits de couleur parlent de 8,5 millions contre les 7,3 qu'il perçoit actuellement, pour un contrat de 5 ans, 5 comme ça, 5 ans de contrat pour un joueur qui, en gros, il est là, disons qu'il est là 2 matchs sur 3 quand ça va bien. Quand ça va bien, il est là 2 matchs sur 3. Donc, encore un investissement du point de vue chevaleresque, on va dire, sur un joueur qui peut être un phare de la Juventus du futur si son physique lui permet, ou si nous arrivons à trouver une façon de le gérer. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit se dire maintenant que Dybala, il joue les big matchs et les matchs de moitié classement, par contre, on oublie de le mettre contre la Salernitana, contre, je sais pas, le Venezia et toutes ces petites équipes. Est-ce qu'il faut se dire ça pour le garder plus longtemps et pour l'avoir là où c'est important, les grands matchs de Champions League, les gros matchs en championnat, c'est là que Dybala doit nous apporter sa valeur ajoutée. Ou alors, il y a la théorie, disons, complotiste, qui vise à dire que Paulo Dybala est un faux malade et qu'en fait, il continue de se blesser pour mettre la pression à la société pour le renouvellement. Mais des sources qui nous sont expliquées quelle est la situation de Paulo Dybala, je pense à Romeo Agresti, je pense à Luca Monblano, qui nous ont expliqué que le blocage est du côté du joueur, pas du côté de la Juventus. Si le blocage était du côté de la Juventus, cette théorie de Dybala qui se blesse pour de faux ferait du sens. C'est un message pour dire à la société, dépêchez-vous. Mais ce qui se passe avec Paulo Dybala, c'est que son agent, Jorge Antun, n'a pratiquement jamais exercé le métier d'agent. En fait, je pense qu'il a que lui comme assisté. Et surtout, il l'a fait toujours en territoire extra-européen, on va dire. Sauf que maintenant, la Juventus veut faire les choses dans les règles. Avant, c'était pas interdit non plus, mais aujourd'hui, on va vers une 100% transparence dans la politique Juve, vu aussi tout ce qu'on se paye comme disons, massue médiatique à chaque fois qu'il y a un truc contre la Juve. Donc, il paraît qu'en ce moment, Antun, il est en train de sortir, il est retourné en Argentine pour sortir les 2-3 documents qu'il lui fallait pour finaliser son inscription. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais j'imagine la liste des procureurs admis en Europe, quelque chose du genre. En fait, pour finaliser les pratiques qui vont lui permettre de faire signer le contrat de Paulo Dybala dans des conditions bien comme il faut en Europe. C'est ça qui bloque pour le renouvellement de Dybala. Après, le contrat, comme dit, il est de 8,5 millions pendant 5 ans et ça va à augmenter. Pendant les 2 premières années, Paulino va avoir comme des bonus mais congelés et qui sont liés surtout à ses prestations physiques, non, ses prestations sportives, pardon. J'ai mélangé les deux parce qu'il y a un sens dans ce que je suis en train de dire, c'est que la Juventus a voulu des clauses par rapport à ses prestations sportives. Donc on ne peut pas, vous doutez bien, mettre des clauses par rapport à la condition physique de quelqu'un. Parce que la condition physique, ça peut être... c'est hyper aléatoire. Dybala peut, en venant à la Continas, se casser la jambe en descendant du bus. Je rigole, il vient pas en bus, il vient en jeep, je l'ai vu de mes yeux. Mais il peut se blesser d'une façon quelconque et ça n'est pas juste que ça entame son contrat avec la Juventus. C'est bonus. Mais par contre, ce qui est hyper intelligent, c'est de mettre des conditions par rapport aux prestations sportives. Parce que là où je vais te mettre des conditions de présence en Serie A, de but et de passes décisives, de assist, si vous voulez, ça revient presque au même que de dire, ben, Paulino, sur les 50 matchs
de la saison programmée pour la Juventus, tu dois en jouer au moins 40. Tu dois être présent au moins 40 fois. Est-ce que ça ne revient pas à dire que il doit, lui, comme joueur, faire plus attention à son physique, peut-être même avec l'extra-terrain, je sais pas, des massages ou attentionner son alimentation mieux pour éviter les blessures. Vous savez que tout ce qu'on mange, forcément, ça a un impact sur notre corps. Bon, je doute que Dybala il ait une bonne alimentation, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être qu'il y a des axes d'amélioration aussi côté Dybala pour améliorer sa tenue physique, et d'autre côté, la Juventus doit encore plus attentionner Paulo Dybala avec des charges prévues exprès pour son physique, qui n'est pas le physique par exemple de un Kulusevski ou un Dusan Vlahovic, pour lui permettre de jouer plus de matchs. Donc c'est vraiment, ça doit venir des deux côtés. En tout cas, son renouvellement, il est prévu avant la fin de l'année. Donc vraiment, dans une semaine plus ou moins, Paolo devrait avoir signé. Voilà mes amis, ça c'était mes 4 points cardinaux pour la Juventus du futur. J'espère que cette réflexion vous a plu. Et dans les jours à venir, maintenant qu'on est en pause nationale, on ne va plus parler trop de terrain, mais on va essayer de agrémenter cette réflexion avec des possibles... j'avais dit, c'est vrai que j'avais dit que j'aurais parlé aussi des acolytes, mais je fais déjà 20 minutes et vous ne pouvez pas passer ma vie à m'écouter, n'est-ce pas? Donc je vais revenir demain peut-être avec une vidéo sur les acolytes, et puis on parlera enfin du mercato, parce que même si Arriva Bene nous dit qu'il n'y a pas d'argent en gros, mais il est sûr et certain qu'on fera quelque chose pendant ce marché hivernal. Mes amis, je vous le rappelle toujours, c'est vous qui m'aidez à construire cette communauté. Aujourd'hui, vous êtes 109, je crois. Nous n'arrêtons pas de grandir, mais c'est vrai que ça va moins vite qu'avant. Donc de mon côté, je vous invite vraiment à liker, commenter, et si vous venez d'atterrir sur la chaîne, eh ben, faites-moi plaisir et faites-vous plaisir, parce que je vous apporte, je pense, toujours un contenu, une réflexion intéressante, à la fois tactique, à la fois sur le mercato. Voilà, on discute ensemble dans les commentaires, c'est assez sympa. Rejoignez-nous et grandissons ensemble. Mes amis, je vous salue en tant que 5e équipe, voilà, de la Serie A. Là maintenant c'est officiel, et je vous dis à bientôt. Fino alla fine, Forza Juventus.